Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. La suite de l'émission que nous avions tournée ici en hommage à un poids lourd littéraire, le général écrivain Benoît Mundele Ngolo. Nous étions ici avec Dixon Klaus Pimbi, n'est-ce pas? Nous avions qui avec nous Malachi Ngouloubi, qui est avec nous aujourd'hui pour le deuxième épisode, Azura. Oui. Et il y avait aussi Jojo Monsunga. Évidemment, il y avait le doyen Willy Gomme. Et aujourd'hui, pour cette deuxième partie, mesdames et messieurs, on a un autre doyen, un autre super poids lourd de la littérature de chez nous, qui certainement va avoir les mots qu'il faut pour dire l'homme, le général écrivain Benoît Mundele Ngolo, pourquoi pas son œuvre littéraire, sinon son style tout à fait personnel, le Snowprack. Pierre Ntsemou, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Ntsemou dit, on vous appelle le Saint-Pierre des mots. Pourquoi déjà? Ben, ça ne vient pas de moi, ça vient des autres. On pensait que c'était un sursaut d'orgueil, un trop plein d'orgueil ou bien quoi? Pour ceux qui connaissent Pierre Ntsemou, ils savent que l'orgueil n'est pas mon ami. L'orgueil est très loin de ma condition de vie. L'orgueil est ce que j'appelle, moi, parmi les mots M-A-U-X, à combattre, à fustiger, à vouer aux gémonies. Et donc, Saint-Pierre des mots, c'est l'exclamation d'un modérateur lors d'une présentation dédicace d'un de mes ouvrages. Ça doit être Aimé Yengue. Voilà. À la préfecture de Brazzaville. Vous avez bonne mémoire. Donc, après quelques envolées lyriques de Pierre Ntsemou, lui s'est exclamé en disant « Oh, vous avez écouté le Saint-Pierre des mots depuis ce jour-là. » Ça vous est resté. C'est resté. Et nous l'avions tous adopté. Toute la fratrie littéraire l'avait déjà adopté depuis ce jour. N'est-ce pas? Alors, Malachi, qui êtes-vous? Je suis monsieur Malachi Cyril Ngouloubi. Un poids lourd des poètes aussi. Écrivain, éditeur et responsable des éditions MCN Congo. Alors Pierre Ntsemou, quelle impression ça vous fait d'être invité pour parler du général écrivain Benoît Mundele Ngolo? Avant que vous n'entriez dans le sujet, quelle impression ça vous fait déjà? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi avez-vous répondu présent? Mais parce que ne pas répondre à l'appel pour rendre un hommage à un des doyens de la littérature congolaise serait un crime de lèse-majesté, de lèse-fraternité, de lèse-humanité. Parce que cet homme, cet écrivain, est hors pair. C'est un homme dont le style s'écarte des sentiers battus, longtemps prospecté par les écrivains, non seulement congolais, ses compatriotes, mais les écrivains de la langue française, de tous les horizons possibles du livre. Et donc, être invité pour parler de l'œuvre de cet homme, pour parler de l'écriture atypique de cet homme, pour moi, c'est quelque chose de fantastique, à la fois d'émotionnel. Mais je vous laisserai le temps de me poser un certain nombre de questions, parce que l'émotion ne parle pas. L'émotion se vit de façon interne. Alors c'est à vous de susciter la réaction de l'homme ému par ce grand patriarche, par ce grand homme de lettres, j'allais même dire ce chirurgien de la langue française. Voilà, c'est un hommage qu'il mérite de son vivant. Super, nous allons essayer de le faire, sortir Pierre Ntsemou de sa réserve. Là, on voit déjà, il prend son élan, parce que là, oui, Pierre Ntsemou, c'est Pierre Ntsemou. Alors, Malachi Ngouloubi, vous êtes encore là, vous répondez une deuxième fois présent à notre invitation, alors qu'il y a tout un chapelet d'écrivains qui se sont excusés, les uns à raison et les autres à tort. Mais vous êtes là et vous êtes arrivé promptement une deuxième fois. Pourquoi cette motivation, cette volonté-là? Vous savez, c'est un réel plaisir de parler de l'humain quand il est vivant, comme a su le dire Obambe Gakoso à titre autume, que de parler de ces grands hommes à titre posthume. Oui. Parce que quand ils vont mourir,
on va se permettre d'écrire derrière les marnières, Oui, on t'oubliera jamais, même pour aller... Mais la seconde d'après, on aura oublié. Même pour aller déposer les gerbes de fleurs, ou bien même donner une petite somme de 5 000 à l'enfant, c'est difficile. Non, donc moi je pense que on doit rendre hommage à ces figures emblématiques de leur vivant. C'est comme là, on a cette chance de causer avec Saint-Pierre de Meaux, que moi j'appelle patriarche, parce que je parle toujours de lui quand je présente le livre. Vous voyez, c'est ça même le vrai sens de l'amour. Alors, Dixon Klaus Fimi. Oui. Non, mais mes impressions sont celles de celui qui se sent honoré. C'est un honneur d'être sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle pour rendre hommage au général Benoît Mondelengolo. Moi, je l'ai rencontré à la préfecture de Brazzaville lors de la présentation de son livre Micmac et tripatouillage politique en démocratie. Micmac et tripatouillage politique en démocratie. En démocratie. C'est du Benoît Mondelengolo, ça. Évidemment. Et donc, pendant la présentation du livre, j'avais posé une question qui avait émerveillé à la fois la foule, mais aussi lui. Au départ, il ne voulait pas répondre à la question, parce que pour lui, cette question était plus ou moins une question piège. Puis après, il avait répondu. Et juste après la présentation du livre, on s'est vu, on a discuté, il m'avait invité chez lui. Est-ce que vous vous souvenez de cette question qui pour lui était question piège? Ouais. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Oui, cette question... Oui, c'était déjà quoi la question? La question parlait du rapprochement qu'il y a entre le leader, le chef d'État et le peuple. C'est-à-dire que il était question ce jour-là de dire pourquoi tel président, tel élu, pour un tel peuple. Et ce jour-là, nous avions parlé du peuple juif. Jusque-là, la question, nous ne la saisissons pas trop bien. Bon. À moins que je me trompe. Quelle question vous aviez posée au général écrivain? Et lui aussi, comme il est malin, comme il est sage, comme il est rusé, plus rusé que vous, il a compris le piège, il a botté en touche. C'était déjà quoi la question? Bon. Mais ne vous gênez pas. Non. La question était sur le président, le rôle d'un chef d'État. Oui. La fonction d'un chef d'État vis-à-vis de son peuple. Donc vous aviez posé au général la question de savoir quel est le rôle d'un chef d'État vis-à-vis de son peuple. Naturellement. Autrement dit, ses devoirs. Quels sont ses devoirs? Voilà. Ah oui, c'était une question piège. Attendez, on présente un livre et puis vous arrivez avec une question comme ça. Oui, mais c'est tout son livre. Et cette réalité-là, Saint-Pierre va nous dire certainement, bon doyen, que le général Benoît Mondelengolo, écrivait de son État, s'est retrouvé devant l'incompréhension des uns et des autres qui, comme ça, là, lui attribuaient prêtaient des intentions, ou bien donnaient des idées, ou bien pensaient qu'il disait ceci alors que lui il disait cela. N'est-ce pas, Pierre Thémou, vous en avez été témoin? C'est vrai. Nous avons été témoins, d'ailleurs souvent. Souvent. Lorsque le général écrivain présente son ouvrage, ou lorsque des sachants ayant décrypté son ouvrage prennent la parole, c'est pour dire non seulement leur ressenti, mais souvent le ressenti de la population, de ceux qui ont lu. Mais paradoxalement, les plus virulents ne sont pas ceux qui ont lu l'œuvre de Benoît Mondelengolo, ce sont ceux qui en ont entendu parler sans avoir lu. Alors, entre ce qui a été rapporté et ce qui est écrit par Benoît Mondelengolo, dont on peut faire l'interprétation, il y a à boire et à manger. Et voilà pourquoi, très souvent, les gens se trompent. Il y en a qui probablement disent une vérité, la leur, pas la vérité de l'écrivain, mais ce qu'ils croient être ce qu'il aurait dit à travers ses écrits. Mais ils interprètent ce que lui il a dit. Mais ils sont libres, parce que l'art est sacré, le commentaire est libre. Si lui il a écrit sous un angle, et toi qui lis, tu l'as compris de travers, cela n'engage que toi. Et voilà pourquoi il se défend bec et ongle sur la base de ce qu'il reconnaît avoir écrit, quel est son dessein à travers le message,
Tant mieux s'il a été compris, tant pis s'il n'a pas été compris, mais il demande toujours, parce qu'il a toujours dit, toute vérité est bonne à dire. La mienne, je l'ai dit à travers mes écrits, tant pis pour ceux qui crient haro sur le baudet, alors que moi j'ai dit une vérité, ma vérité, même si cela est dit avec sévérité. Alors, d'où les titres comme « Ce n'est pas ça mon combat à moi », certainement, pour qu'ils puissent ramener les gens à l'ordre, sinon à la raison, leur signifier ce qu'est vraiment son combat. Et on voit des titres comme « Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure ». Voilà du Benoît Mundele Ngolo, n'est-ce pas que lui, chaque fois, ce que j'admirais aussi, c'est chaque fois que quelqu'un se trompait sur son compte, il ne passait pas par 4 chemins, il vous rattrapait sur le champ, même si vous êtes en pleine présentation d'un de ses livres. Absolument. Vous avez cité un des titres, « Ce n'est pas mon combat à moi ». Ce n'est pas ça mon combat à moi. Eh bien, ce n'est pas ça mon combat à moi. Quand on voit l'iconographie, quand on voit les photos qu'il y a, on voit un gros homme avec quelqu'un de maigrelet, mais qui sont là de... Il y a celui-là qui peut être considéré comme un catcheur, un boxeur, et un autre, un karatéka. Et puis, un peu plus haut, c'est un engin de combat. Et les deux iconographies regroupées renvoient à un combat physique, un combat de titan, une violence inouïe sur le plan physique. Mais son combat à lui, ce n'est pas celui-là. Voilà. Il a beau être judoka, mais ça, c'est pour... se défendre en cas d'agression. Il a beau être autre chose, karatéka probablement, mais c'est pour... Un karatéka ceinture noire, c'est précisé sur la 4e de couve de ce livre-là. Merci. Ce n'est pas ça mon combat à moi. Mais voilà, ceux qui ont cru que Benoît Mundele Ngolo était le chantre de la violence physique, ce n'est pas ça son combat. Son combat, c'est un combat d'idées. Son combat est un combat de l'homme qui pense, pour penser les blessures, pour penser les maux, pour ne pas amener le monde à la violence. Donc il utilise la parole, il utilise l'écrit, il utilise la pensée pour véhiculer les vertus existentielles. Voilà le combat de Benoît Mundele Ngolo. Tout ce qu'il écrit dans ses ouvrages, c'est la condamnation, c'est à la limite l'admonestation de tous ceux qui vivent de travers et de vices. Son combat, c'est le combat du bien qui doit être installé sur la planète Terre. Son combat, c'est la destruction de la haine, c'est la destruction de l'animalité, c'est promouvoir l'humanisme. Voilà le combat de Benoît Mundele Ngolo que l'on peut retrouver à travers les lignes si l'on veut voir l'orientation, si l'on veut voir la philosophie prônée par Benoît Mundele Ngolo. En somme, un combat noble. Tellement noble que nous avons tous envie de faire comme lui, d'être des chantres du bien, du beau, du juste, de ce qu'il y a de meilleur dans l'existence humaine. C'est l'amour, cultiver l'altruisme, cultiver le patriotisme, puis cultiver l'amour de l'humain, l'amour du prochain. C'est tout ce qu'il y a dans son combat. Oui, je dirais en conclusion que c'est un homme de la morale. La morale à multiples facettes, spirituelle, physique et tout ce que vous connaissez. Parce que vous allez voir dans ces textes, il y a beaucoup plus de conseils, l'éducation. Vous voyez comme a su le dire le patriarche, c'est Saint-Pierre de Meaux. C'est un homme. C'est bon. Le combat qu'il mène, ce n'est pas un combat physique, mais c'est pour nous éduquer, c'est pour nous élever. Et puis, on peut dire aussi qu'il est... C'est un homme qui mène un certain combat, comme vous le décrivez, mais souvent incompris.
le général Benoît Mondelengolo, l'écrivain général Benoît Mondelengolo, souvent incompris par les siens, par ceux qui sont autour de lui. Incompris parce qu'il dit la vérité. Ah, donc les gens n'aiment pas la vérité. Voilà. Oui, mais moi je pense que les Congolais nous suivent, ont certainement besoin de la transparence dans notre communication. C'est vrai qu'on parle du combat du général aujourd'hui. Oui, un combat noble, un combat pour la promotion de l'humanisme. Mais les Congolais pensent plutôt, M. Saint-Pierre, que le combat du général... Saint-Pierre-des-Maux, justement, le combat de M. Benoît Mondelengolo est celui de ceux qui se sentent rejetés, de ceux qui, soi-disant, ne partagent pas le gâteau avec... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans le combat du général Benoît Mondelengolo? N'allez pas chercher autre chose que le désir d'amour, que le désir de partager ce qu'il y est bien à la collectivité, ce qu'il y est bien dans la citoyenneté. Benoît Mondelengolo, je persiste et je signe. Il écrit pour soigner l'âme humaine. Voilà. Il écrit pour sauver le Congo du péril dans lequel il se trouve, où il s'est trouvé hier. Il voudrait prévenir les mots M-A-U-X par ces mots M-O-T-S. C'est un combat noble, nous vous avons dit. Et tous ceux qui pensent le contraire, c'est justement ceux contre lesquels il écrit pour qu'ils changent. Il n'écrit pas parce qu'il voudrait voir ces gens continuer de mal agir, mais il écrit parce qu'autour de lui, les gens agissent mal. Et comme ils agissent mal, son idéal de vie, c'est de changer leur manière de mal agir, de mal se conduire, de ne pas aimer le prochain, de bannir la haine, de détruire tous les vices. Voilà, dans la jalousie, dans une haine gratuite, dans l'envie. Les envieux, ils ne les aiment pas. Et vous trouverez dans les œuvres, quelles qu'elles soient de Benoît Mondelengolo, des maximes, comme La Rochefoucauld, ou des leçons de morale, comme La Fontaine, ou alors un tantinet provocateur, comme Molière. Exact. Mais tout ce qu'il dit, en utilisant soit le théâtre, soit l'anecdote, les sentences, soit des leçons de morale comme La Fontaine, tout ce qu'il dit converge vers quoi? La correction des mœurs. Voilà. C'est tout ce qu'il vise, lui. Tant que l'humain se conduit mal, Benoît Mondelengolo écrira. Il ne finira jamais d'écrire, quand bien même il avait dit que j'écris mon dernier livre. Mais il ne peut pas écrire un dernier livre tant que autour de lui, les gens ne se conduisent pas adieu bien. Mes lecteurs. Adieu mes lecteurs. Exact. Donc, adieu mes lecteurs ou pas, il continuera d'écrire. Maintenant, pour répondre à Dixon, il y a le fait que la 4e de couve ici de l'ouvrage « Ce n'est pas ça mon combat à moi » confirme le fait que Benoît Mondelengolo n'est pas quelqu'un qui, n'ayant pas été convié au festin, est comme aigri dans son coin et se fâche maintenant et se met à écrire. Non, c'est pas ça. Il est dit ici, de 1970 à 2015, en plus de ses fonctions militaires, il a plusieurs fois exercé des fonctions administratives, dont, entre autres, celles de ministre des Travaux publics, d'administrateur maire et de préfet de Brazzaville. Et qui plus est, il est le chef coutumier supérieur Mwanzolo Pama, dans l'un des terroirs d'Mboshi d'Assoni, district d'Ongoni et de Lombo, département des Plateaux, République du Congo. Donc, quelqu'un comme ça écrit objectivement et n'écrit pas parce que poussé par, je ne sais pas, autre chose. Saint-Pierre, merci de nous avoir signifié pourquoi le général écrivain surtout écrit. Aux téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'il y a de la confusion dans ce que pensent nos téléspectateurs, et c'est très bien de répondre à cette question de façon claire. Voilà. Alors, Malachi avait quelque chose à dire. Dans ce contexte de la morale, lorsque nous prenons l'extrait du texte « Ce n'est pas ça mon combat à moi », on prend un texte « Si tu veux la paix », vous voyez, ça c'est une leçon de morale. Si tu veux la paix, il faut combattre en toi et tout autour de toi, tout ce qui concourt à faire la guerre. Car la guerre ne donne pas la paix,
loin s'en faut. Vous voyez, donc il y a de l'éducation, de la transformation, comme a su le dire Saint-Pierre des mots. Oui. Dès lors qu'il y aura toujours quelque chose à combattre, il continuera à combattre ces vices ou bien ces mots. Leçon de morale, leçon de sagesse, voilà, tout ça, c'est plein ces livres-là. Voilà. Alors, Saint-Pierre des mots, il y a quelque chose, au-delà de tout ce qu'on a à dire, si on ne pourra pas finir, quelque chose qui nous intrigue beaucoup plus, Benoît Mundele Ngolo, c'est le snowprack. Qu'en savez-vous et que pouvez-vous nous en dire pour qu'on y entre de plein pied maintenant, puisque vous êtes là. Avec le snowprack. Bonheur. Merci. Le snowprack, c'est un sigle défini comme le style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques. Un style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques, c'est un style d'écriture qui sort des sentiers battus. Ce n'est ni de la prose, ni de la poésie, c'est tout à la fois. Il a la liberté de prendre son stylo, de commencer, de dire une chose, de s'arrêter de façon non conventionnelle. C'est-à-dire, on s'arrête lorsqu'on marque. On marque un point, on s'arrête. Non, mais lui, il peut ne pas mettre un point, il met un tiré. Et là où on doit marquer une pause, par une virgule ou un point-virgule, il ne met absolument rien et il vient à la ligne. Il laisse au lecteur le soin de ponctuer sa pensée. Autrement dit, le snowpracien a la liberté, a la latitude d'utiliser le verbe comme il l'entend, parce que dans la beauté de la création, il n'y a pas un dictat. C'est ce qu'il prône, lui, la liberté de créer. Comme les premiers ont créé, pourquoi doit-on lui refuser la capacité, la vertu, la possibilité de créer? Alors lui, il a créé quelque chose de formidable. Au lieu de se fatiguer d'une page entière pleine, eh bien, il permet au lecteur de souffler, de se donner le temps de s'arrêter, de partir, de revenir, d'aller en avant et de revenir. Une liberté de mouvement que seul l'écrivain Benoît Mundele Ngolo accorde au lecteur. Et cela, pour l'homme de lettres que nous sommes tout à fait admiratifs. Nous avons été bluffés la première fois où nous avons vu ce type d'écriture. Nous avons été, à la limite, agressés. Vous répondez à notre question qu'on n'avait pas encore posée. Est-ce que vous aimez le snowprack? Je l'aime. Je l'aime tellement que je recommande à la jeunesse qui va postuler vers l'écriture de se rapprocher des ouvrages de Benoît Mundele Ngolo, de se rapprocher de l'écrivain Benoît Mundele Ngolo pour partager sa philosophie de cette écriture snowpracienne, de cette écriture atypique, parce qu'il y a à gagner en matière d'innovation. Au lieu de rester claquemuré dans les schémas classiques avec sujet, verbe, complément, avec le subjonctif imparfait, dont l'écriture et la maîtrise ne sont pas toujours parfaites. C'est souvent au plus que parfait que nous utilisons la langue d'autrui, la langue de Molière, quitte à révolter Voltaire. Parce que pourquoi Molière, alors que Voltaire châtie aussi bien cette langue-là? Voilà. Évidemment. Oui, une question. Une question, justement. Nous parlons du snowprack et on dit du général qu'il est snowpracien. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, le comportement, le caractère, l'homme que nous connaissons, dans sa vie de tous les jours, par rapport à ses idées en tant qu'homme, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut le qualifier, on peut l'appeler snowpracien dans sa façon de vivre? Eh bien, le snowprack n'est pas une manière de vivre. C'est un style d'écriture. C'est un style d'écriture. Maintenant, si vous voulez déplacer le débat ou le sujet pour parler de l'homme et voir si ce qu'il écrit d'une manière atypique
son comportement dans la société est un comportement aussi atypique que son écriture. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je vous laisse le soin de repréciser votre pensée pour qu'il n'y ait pas confusion. Le Snoprak, en matière d'écriture, le Snoprak, en matière de vie en société, non, je ne crois pas que lui, il ait dit que ce soit un mode de vie. Non, ça n'engage que vous. C'était une question, simplement. Merci. Oui, mais le Snoprak, c'est comme une arme, on peut s'en servir même dans d'autres domaines de la vie. Or, la littérature, hormis la littérature, on peut être Snoprak ou bien Snopracien dans son domaine, comme en tant que journaliste. Ne pas rester sur ce qui a été déjà fixé, figé depuis longtemps, et il faut faire cela. Le JT se fait toujours en costume cravate et tout ça. On a vu bien une chaîne allemande faire du Snoprak en disant mais pourquoi on présenterait toujours le journal en cravate, comme si on avait de bonnes informations chaque fois données. Eh bien, nous on fera désormais en t-shirt ou en chemise. Et c'est ce qu'ils font. C'est du Snoprak. Eh bien, si vous prenez le Snoprak comme la cassure de l'existant, le différentiel entre l'habitude et ce qui est inhabituel, je vous le concède, oui, on peut appliquer le Snoprak dans la vie sociale. Je vous le concède, et ça c'est une lecture plurielle, c'est un plus que le journaliste apporte aux critiques littéraires que nous sommes, à l'écrivain que nous sommes, parce que vous avez réussi à percevoir à travers ce style, à travers ce Snoprak, l'idéal de volonté de rupture d'avec ce qui est quotidien. Je vous en sais gré. Parce qu'il se trouve aussi que le Snoprak, au contact des choses, les améliore. Au contact de l'homme, l'améliore, n'est-ce pas? Donc, normalement, nous l'avions dit ici, qu'on devait être... Et le Snoprak, il faut dire, moi j'aimerais ajouter que le Snoprakien, c'est celui-là aussi qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dénonce les maux qui minent la société. On peut... moi, je pense qu'on peut appeler de celui-ci, de celui-là, un Snoprakien, simplement. Oui, mais si c'est comme ça qu'on appelle... Je dirais que... ce style mondelengolien, bien cette écriture mondelengolienne est un patrimoine culturel du Congo. Oui, il va falloir qu'on trouve aussi le verbe juste, snopraquer, snopraciser, tout ça c'est important parce que, Pierre Ntsemou, est-ce que nous nous trompons lorsque nous disons que le snoprak finalement est comme une marque déposée de chez nous parce que c'est une valeur d'un fils de chez nous? Quelque chose qui lègue comme ça à la société, et non seulement au Congo, mais à toute l'Afrique et partout à l'humanité. Est-ce que ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un patrimoine? Ça ne devrait pas faire partie du patrimoine national. Vous avez raison. Et même continental. Alexis, vous avez raison. Au-delà même de la nation, au-delà du continent, nous disons que c'est un patrimoine, certes congolais, nous revendiquons cela, mais mis à la disposition de l'univers. Lui, Benoît Mondelengolo, je vous l'ai dit, je l'ai dit aux téléspectateurs, est un humaniste. Il aspire à une vie harmonieuse entre les peuples de la terre. Et le snoprak qu'il utilise, il n'en fait pas une propriété privée. Merci d'avoir réussi à me le faire dire. Et donc, tout en revendiquant la paternité, tout en revendiquant le fait que c'est soit lui le pionnier du snoprak, eh bien, il en fait don à l'humanité. Voilà ce que vous voulez repréciser. Il en fait don à l'humanité. Quitte à ce que cette humanité accepte ce don qui lui est fait. Quitte à ce que, surtout le Congo, soit fier de ce don-là. Et ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident. Il faut simplement se dire que si les premiers ont dit « nul n'est prophète chez soi », il va de soi que Benoît Mondelengolo ne fait pas exception à cette règle édictée par les anciens. Très peu sont réceptifs, beaucoup plus sont allergiques à ce style, parfois pour en avoir entendu parler sans avoir été au contact de cette écriture. J'invite, j'exhorte tous ceux qui en avaient entendu parler simplement de se rapprocher des maisons de la place
où il y a les livres de Benoît Mundele Ngolo, parce que s'il a écrit 20 livres, il y a probablement 18 livres écrits en snowprac. Heureusement, Malachi, je sais que vous avez des choses à dire. Et heureusement qu'il y en a qui ont compris la chose. Après avoir été choqués, ils s'en sont rapprochés, ils ont regardé de plus près, ils ont posé 1001 questions. Et ayant compris, ont écrit, comme Julien Makaya, Zundu, qui écrit le snowprac en question, comme Rosin Luemba, comme Ramsès Bongolo, qui ont écrit sur le snowprac. Bon, Alexis Bongo aurait bien voulu écrire, mais c'est pas facile. Hein? Écrire sur le snowprac, il faut se lever de très très bon matin. Alors, vous aviez quelque chose à dire. Donc, parce que, avant que vous nous disiez, pardon, quelqu'un nous a soufflé ici que les écrits du général écrivain en snowprac, bien sûr, sont à la fois écologiques et prophétiques aussi. Il ne faut pas qu'on pense seulement c'est pour créer des problèmes ou d'autres. Il dénonce certaines choses, mais c'est de façon que c'est pour l'intérêt collectif. Donc c'est écologique et c'est prophétique aussi parce qu'il y a des textes qui sont là comme pour garantir le futur de cette humanité. Malachi. Je dirais pour conclure les propos de Saint-Pierre de Meaux, parce qu'avant j'avais dit c'est un patrimoine culturel du Congo. Donc, on pourra corriger pour dire que c'est un patrimoine culturel ou littéraire pour l'humanité. Évidemment. Parce que l'écrivain, il n'est pas pour un pays donné, l'écrivain, il est pour tout le monde. Quand il éduque, il n'éduque pas seulement sa propre nation, mais il éduque tout le monde. C'est digne d'être logé au patrimoine, on dit quoi, le patrimoine de... Quand l'UNESCO fait ce truc-là, de l'humanité. Voilà. C'est digne d'être logé carrément au patrimoine de l'humanité. Alors, il s'appelle Aubin Banzouzi. Il aurait bien voulu être des nôtres, mais il est hors du pays. Elle, c'est Jojo Mansunga. Elle aurait bien voulu être ici, mais ses devoirs de maman l'ont empêché. Madame Palmer, donc Dimixon. Donc, elle aurait bien voulu, mais nous n'avions pas pu mettre la main sur elle. Donc, mais on leur rend hommage parce qu'on dit que ce n'est que partie remise. Comme Pierre Tsemou va certainement nous le dire, le Saint-Pierre des mots, avec les mots qu'il faut, c'est tout de même pas en 1, 2, 3 heures qu'on peut cerner toute la personnalité, la personne, la personnalité, l'écrivain Benoît Mundele Ngolo, quand même avec son snowprac. Ce n'est pas évident. C'est un homme immense. C'est un écrivain immense. Son domaine et son champ d'investigation, son champ d'action sont vastes, sont éléphantesques. Et donc, en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, on ne pourrait pas cerner la personnalité de l'écrivain Benoît Mundele Ngolo. Certes, mais il ressort du peu de temps qui nous est accordé que nous pourrions dire ici et maintenant que lire Benoît Mundele Ngolo, c'est élire domicile aux sages. C'est entrer dans le secret de nos ancêtres. C'est promouvoir les valeurs humanistes, les valeurs de l'homme qui, comme le Créateur l'a conçu dans son libre arbitre, a été fait pour le bien. Jouir du bien, partager le bien à l'humanité. Lire Benoît Mundele Ngolo, c'est se remettre en question. Parce que quand il parle du politique, il ne ménage personne. Il en parle non pas pour détruire ceux qui, comme lui, ses pairs, P-A-I-R-S, sont dans la politique, ont été dans la politique, mais simplement parce que de l'intérieur, on regarde mieux les choses que de l'extérieur. Il n'y a que ceux qui habitent une maison qui peuvent savoir que ce plafond-là sointe par le fait que la toiture a reçu quelques déficiences dues à des pierres lancées par des garnements dans le quartier ou bien par une bourrasque qui aura fait tomber une branche d'arbre sur la toiture. Donc il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur qui savent. Alors lui, étant
ayant été un homme politique, vous l'avez dit, Alexis, vous avez dit les différents postes qu'il a occupés, eh bien, il fait une sorte d'autodérision. Quand vous lisez Benoît Mundele Ngolo, il parle des autres en parlant de lui. Il parle d'Y pour parler de Z. Il parle de lui-même pour parler des autres. Il parle des autres pour parler de lui-même. Mais simplement parce que lui, il est juste avec lui-même. Et comment ne peut-il pas ne pas être juste avec l'autre qui est en face de lui? Parce qu'il ne prend pas l'autre comme un ennemi. Il ne prend pas l'autre comme un adversaire à abattre. Il prend l'autre comme celui qui est différent lorsque, à travers les vertus qu'il a héritées de sa culture ancestrale, il constate que l'autre est en déphasage avec la morale, fût-elle chrétienne, fût-elle animiste, mais avec la morale avec grand M. À partir de cet instant, Benoît Mundele Ngolo, que d'aucuns peuvent qualifier de provocateur, vous l'avez lu, de déstabilisateur, vous l'avez dit, il n'est rien moins qu'un justicier désirant installer la justice sociale. Il n'est rien moins que quelqu'un qui tire son expérience professionnelle, son expérience politique, son expérience sociale pour mettre à la disposition de la postérité, surtout la jeunesse aujourd'hui, des éléments essentiels de modus vivendi tels que pratiqués par le commun des humains, pas le commun des hommes. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Ils sont à la fois animaux, ils sont à la fois bêtes, ils sont à la fois anges, ils sont même divins. Mais l'humain, c'est l'être dont l'aspiration est noble. C'est l'être. C'est le Muntu. C'est le Muntu. L'humain, c'est Djélé, l'ange, l'homme et la bête. Merci beaucoup pour ce clin d'œil. Voilà. Le Muntu. Attendez. Moi, je tire le drap de mon côté, mais je sais que vous aussi. Donc, n'attendez pas que... Moi, je dis toujours deux questions que je pose à Saint-Pierre-de-Maux pour pas que, à la fin de l'émission, que je regrette de ne pas les avoir posées. Et puis, je vous laisse le champ libre, Malachi et Dixon. Alors, Pierre Ntiemou, si je vous disais que je suis, à propos de Benoît Mundele Ngolo, que je suis comme ce philosophe-là qui depuis 100 ans est en train, depuis des millénaires, est en train de se poser la question, de se creuser la tête pour comprendre, pour découvrir qui de la poule et de l'œuf est né avant l'autre. Bon, ce philosophe-là, de la poule et de l'œuf, se pose une question. Aujourd'hui, en lisant Benoît Mundele Ngolo, en le voyant, en ayant vécu un peu avec lui, en l'ayant découvert, un temps soit peu, cette même question me trotte dans la tête. Qui de Benoît Mundele Ngolo et du Snowprack est né avant l'autre? Est-ce que Pierre Ntiemou peut nous, en tant que Djélé, est-ce que Pierre Ntiemou peut répondre à cette question? Parce que, quelque part, on n'arrive pas à retrouver le temps court. Les lecteurs, le monde entier, pour ne pas dire le monde entier, accuse Benoît Mundele Ngolo d'entêtement, qu'il est têtu. Et quand il est décidé d'aller à gauche, il y reste, à droite il y reste, même si vous criez au scandale. Et lui, dans ses livres, lui-même il accepte, oui, puisque vous le dites, bon, je suis têtu, bon là, j'accepte. Alors on se demande, et de Benoît Mundele Ngolo et du Snowprack, comme de la poule et de l'œuf, qui est né avant? Pierre Ntiemou. Est-ce qu'on peut parler de la primauté de l'œuf ou de la primauté de la poule? C'est une question à la fois complexe et simple. Ni la poule, ni l'œuf ne peuvent s'autoproclamer être venus l'un avant l'autre ou l'une avant l'autre. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des entités dont l'existence dépasse l'essence de leur existence. Comment voulez-vous demander à la poule si elle a existé avant l'œuf
ou demander à l'œuf s'il a existé avant la poule, alors que ce sont deux éléments qui sont naturellement à la portée des hommes que nous sommes, des consommateurs que nous sommes. Les philosophes passent leur temps à se poser 1001 questions et parfois même autour de ceux qui ne méritent pas de questionnement. Je puis simplement chuter en vous disant, et le Snoprak et Benoît Mundelengolo sont un. Et comme ils sont un, il importe peu de savoir qui est venu avant, à quel moment ils ont fusionné, mais ils existent. Benoît Mundelengolo est dans le Snoprak, le Snoprak est dans Benoît Mundelengolo, ils sont coexistants, ils sont complices, ce sont comme des jumeaux qui ne se posent pas la question de savoir, encore que là, pour les jumeaux, papa ou maman diront, tu es Simba, tu es Zoussi, tu es Peya, tu es Koumou, justement. Parce que eux, ils ont vu venir l'un avant l'autre. Mais eux, dans leur comportement, ils ne se voient pas l'un venant avant et l'autre venant après. Ils sont un. Et donc, Benoît Mundelengolo et le Snoprak sont un. Ne cherchez pas à savoir lequel des deux dépend de l'autre est venu avant, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, merci Pierre Ntemou. Mesdames et messieurs, nous le disons parce que le Snoprak, Benoît Mundelengolo l'écrit, nous l'avons ici, mais nous avons aussi constaté, Pierre Ntemou, que Benoît Mundelengolo n'écrit pas, ne se limite pas qu'à écrire le Snoprak, mais il l'exprime. Il le dit, il le parle. Il est Snoprak. Je crois qu'ils sont nombreux, les téléspectateurs, ceux qui le connaissent. Il est direct dans ses propos. Oui, parce que quand vous le rencontrez, quel que soit l'endroit où vous le rencontrez, comme lorsque il présentait ses livres, ou quand il était préfet, ou quand il était ministre, ou maintenant, quand vous le rencontrez, en tout cas, et vous devez déjà prendre des dispositions que vous allez à la rencontre du Snoprak. Du Snoprak. Et que... Non, du Snoprak. Le concept. Pas le disciple du Snoprak. Non. Ils sont un, c'est déjà défini ici. Donc, vous allez à la rencontre du Snoprak. Et alors, vous allez constater que quel que soit le sujet que vous évoquez avec Benoît Mundelengolo, ces réponses vous arrivent en Snoprak. Est-ce que Pierre Ntemou l'a constaté, oui ou non? Oui. J'ai dit, Alexis, Benoît Mundelengolo, c'est le Snoprak. Le Snoprak, c'est Benoît Mundelengolo. Dans son comportement. Dans son comportement. Dans ses attitudes. Il tranche net d'avec les prédécesseurs. Il tranche net avec ses successeurs. Il me souvient que c'est le seul. Je voudrais mettre au défi tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous voient et ceux qui entendent ce que nous disons. Le seul administrateur qui a mis à la disposition des écrivains pendant l'exercice de ses fonctions préfectorales la salle, l'amphithéâtre pour les prestations des écrivains. Une salle louée habituellement entre 200 000, 250 000 ou 300 000 francs CFA, mais il la mettait tous les vendredis à la disposition des écrivains et des écrivaines pour partager la parole, pour partager la culture, pour partager à l'humain ce qu'il y a dans les écrits, pour que les écrits des écrivains ne soient pas vains. Pour que les écrivains qui n'ont pas les moyens de leur politique ne trouvent pas un prétexte pour ne pas mettre à la disposition du public ce qu'ils ont écrit. Il avait mis pendant des mois, pendant plus d'une année, à la disposition des écrivains que nous sommes, cette grande salle. Parce que c'est souvent le frein, c'est souvent la difficulté qu'éprouvent les écrivains. Évidemment. Ils ont la force lyrique. Ils ont la main facile pour produire ce qu'il y a comme message à l'humanité, mais ils n'ont pas les moyens de la politique communicationnelle avec le public. Alors, vous retrouvez là une dimension du Snoprak, une dimension de Benoît Mundelengolo
Benoît Mondele Ngolo, l'écrivain qui est différent, ou l'homme qui est différent, ou le professionnel qui est différent des autres. Quitte à ce qu'on me dise non, avant lui, un tel faisait, ou après lui, parce qu'il y a longtemps qu'il a quitté les affaires, quelqu'un d'autre est en train de faire, vous êtes en retard. Je voudrais qu'on me mette au défi, monsieur le journaliste. Très bien. Alors, Malachi, ce défi-là, personne ne va le relever. On vous dit déjà, on est à 100% d'accord avec vous, Pierre Ntsemou, parce que vous avez su trouver les mots pour dire les choses. Très bien. Alors, Malachi, si vous étiez donné de prendre la parole. L'inspecteur, le patriarche a souligné un fait. Vous savez que les écrivains ne bénéficient pas de ce qu'ils produisent. Et si le général écrivain Benoît Mondele Ngolo avait mis à la disposition des écrivains une salle pour la présentation dédicace des livres, parce qu'il savait que au Congo ici, être écrivain ne veut pas dire que tu es riche. En tout cas, on ne peut pas vivre de ses ouvres. Voilà, alors que sous d'autres cieux, c'est des gens qu'on paye. Surtout que ici, quand on parle des hommes de la culture, c'est la musique. Oui, mais on dit que le ministre de la Culture est en train de faire des pieds et des mains pour que les droits d'auteur, les écrivains en bénéficient aussi. Pierre Ntsemou, vous avez eu vent? Je préfère ne pas avoir eu vent. Oui. Non, je peux répondre et je dois répondre. Je n'ai pas le droit de ne pas dire ce que je sais. Voilà. Voilà. On aime ça. Ce que je sais. Quand, entre la volonté de faire et la capacité de faire, il y a presque le rapport entre le paradis et l'enfer. Ah, ça. Ce n'est pas évident que la seule volonté suffise si les moyens pour le faire, pour la réalisation, ne sont pas. Exact. Il faut que l'on donne à monsieur le ministre de la Culture et des Arts les moyens de sa politique. Si nous avons la conviction, la certitude, la preuve qu'il y a des moyens mis à la disposition du ministère de la Culture, pas du ministre de la Culture, lui, il n'est qu'un gestionnaire d'un ministère. Donc si l'on a mis à la... Nous avons la preuve, si nous avons la preuve qu'on a mis à la disposition du ministère de la Culture des moyens pour faire comme dans le temps où il y avait une ligne budgétaire intitulée « Aide à l'édition ». Il y en avait. Il y en avait dans ce pays. Les premiers écrivains... Au bon vieux temps. Et au bon vieux temps, les premiers écrivains en ont bénéficié. Ils en ont bénéficié. Voilà ils n'ont pas sorti de grands noms aujourd'hui. Mais bien sûr, l'une des raisons, en dehors du fait que la qualité de leur plume est incontestable et indiscutable, mais la mise à disposition de leurs ouvrages est passée par le coup de pouce de l'État, du ministère. Et c'est ce que nous souhaitons obtenir. Si nous pouvons l'avoir comme au Sénégal, je le cite parce que j'ai vécu cela il y a quelques mois et j'échange avec nos confrères écrivains du Sénégal. Je le lis à travers leurs livres où à l'intérieur, ce livre a bénéficié de l'aide du ministère de la Culture du Sénégal. Mais super, c'est magnifique donc, ça. En ce moment-là, comment ne pas mettre à la disposition des lecteurs le fruit de nos investigations, de notre lyrisme, de notre inspiration? Nous sommes disposés à le faire. Donc, aujourd'hui, que l'on cesse de prêter des intentions tant qu'on n'a pas la preuve. Il y a ici des gens qui ont la preuve, mais il faut qu'ils produisent la preuve de ces moyens mis à la disposition. Aujourd'hui, rien ne se cache. Oui, rien ne se cache. Tout se sait. Et donc, vous qui avez la mission de faire des investigations... c'est à nous d'aller vers... Exactement. Voilà. On va se rapprocher donc du ministère de la Culture et des Arts, de monsieur le ministre, parce que là, il n'est pas dit, Pierre Ntsemou, que des moyens ont été déjà débloqués. Non, il est dit que le ministre fait des pieds et des mains pour que on revienne dans ces bonnes choses-là, comme les lignes budgétaires, en soutien aux écrivains, et pour qu'il y ait, pourquoi pas, les droits d'auteur pour les écrivains. Mais ce serait une très bonne chose, oui. Je puis vous dire que si l'actuel ministre fait des pieds et des mains, ceux qui l'ont précédé, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, faisaient des pieds et des mains. Mais j'ai envie de dire, c'est quel type de pied
des pieds beaux ou bien des mains molles pour nous dire qu'ils ont toujours fait, mais ils n'ont pas été entendus par le décideur. Parce que c'est une, j'allais dire, c'est un conclave. Oui, c'est ça. C'est une politique économique dont nous n'avons pas la maîtrise. Ce sont les autres qui maîtrisent ce domaine-là. Très bien, donc nous n'allons pas spéculer. Surtout que Saint-Pierre-de-Mort est encore vivant, il doit quand même bénéficier de ses œuvres. Mais oui, évidemment. Au lieu que ses héritiers en bénéficient, lui-même doit quand même bénéficier de ça. 13 œuvres. Oui. Voilà, nous en ferons même un plateau spécial ici. Mesdames et messieurs, non, on va grignoter une dizaine de minutes. On n'a pas le choix ici pour atterrir avec l'autorisation de l'équipe technique et de la direction, et sinon de Laure Beldi Touma. L'Amérique n'a pas d'amis. Il faut qu'on nous accorde ça, sinon on va tronquer l'émission. Donc, pour que ce soit un peu complet, un temps soit peu, parce qu'on ne peut pas finir, il y a Madame Rebecca Lubienga qui a écrit sur le SNOPRAC pour en donner les facteurs qui ont influencé la vie littéraire de l'auteur et le passionnant message du SNOPRAC. Nous allons essayer de lire quelques paragraphes, 2 ou 3, rapidement. Depuis quelques années, l'auteur de Piment sucré sous les tropiques, le général Benoît Mundele Ngolo, nous plonge dans un univers où il est quelquefois difficile de démêler la part de vérité, d'imagination et de fiction dans ses livres. Lire Benoît Mundele Ngolo, c'est puiser dans ses œuvres au style atypique qu'il a dénommé le SNOPRAC, des messages spécifiques et universels d'amour, de morale, d'écologie, de psychologie, de politique, de religion, de culture traditionnelle, de sagesse africaine et j'en passe. Benoît Mundele Ngolo est un écrivain qui délivre dans l'ensemble un message engagé. Ses livres ont été préfacés par d'éminents hommes de lettres, dont Jean-Baptiste Tati-Loutard, qui a dit de lui dans sa préface du livre intitulé « Piment sucré sous les tropiques », repris dans Du coq à l'âne, à la page 55, je cite, ça c'est Jean-Baptiste Tati-Loutard lui-même, « Je retrouve en un sens cet homme, donc Benoît Mundele Ngolo, dans le livre « Piment sucré sous les tropiques ». Autrement dit, Benoît Mundele Ngolo, c'est du SNOPRAC. Et le SNOPRAC, c'est Benoît Mundele Ngolo. Voilà, vous aviez des choses et d'autres à dire. Hein. On ne peut pas finir avec ça. Rapidement, Malachi, Dixon, peut-être une lecture, peut-être une question. Les livres sont là. Voilà, dites quelque chose. Non, mais moi je veux... J'aimerais insister sur le concept SNOPRAC que nous pourrions, que nous pouvons affecter dans d'autres contextes sociétaux, des rapports sociétaux. On peut faire usage de ce concept. Oui. Aujourd'hui, nous avons le concept... Dans le théâtre, au cinéma, à l'église même aussi. Aujourd'hui, nous avons le concept... À la maison famille. Oui. Nous avons le concept Tokos de Fally Ipupa. C'est tout le monde qui en parle. Oui, mais ça, c'est un peu voyou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit des autres, les Congolais sont les premiers. C'est vrai que Fally Ipupa, c'est notre frère. Oui, mais ici, il s'agit spécifiquement des Congolais. Je suis en train de dire ceci, que nous avons à notre portée un concept bien, le SNOPRAC. Désormais, comment appeler ceux qui s'opposent aux mauvaises choses dans la vie de tous les jours? Comment appeler ceux qui luttent contre les maux? Appelez-les simplement les SNOPRACiens. Des SNOPRACiens. Voilà. Ben, nous sommes tous ici des SNOPRACiens. Voilà. On acclame pour nous parce qu'on est des SNOPRACiens, sinon des disciples du général écrivain Benoît Mundele Ngolo. Alors, Pierre Tsemou, il y a Malachi qui me pousse là. Alors, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Une question d'importance. Vous qui connaissez un peu les rouages de ces choses-là, en tant qu'inspecteur d'État, comme vous êtes là, bon, quel est le cheminement possible pour aujourd'hui officialiser le SNOPRAC? Que ce ne soit plus la propriété de Benoît Mundele Ngolo, que ça devienne national. Eh bien, ça participe au patrimoine national. Quel peut être le cheminement? Le cheminement possible, c'est demander au ministère des Enseignements, qu'il s'agisse du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, du ministère de l'Enseignement technique et professionnel ou du ministère de l'Enseignement supérieur,
demander à ces ministères de programmer, d'inscrire au programme d'enseignement l'un ou l'autre de ces ouvrages pour les mettre à la disposition d'un public juvénile qui commencerait très tôt par s'imprégner de ce style, qui vont grandir, s'affirmer avec cette écriture, cette philosophie, et à partir de ces apprenants qui sont en milliers, vous verrez que le SNOPRAC sera un mode de vie, un mode de pensée, d'agir à la disposition d'une large population, parce que ce que l'enfant apprend, il rapporte à la maison. Et les pères et les mères qui peuvent ne pas être des sachants sauront à partir de leurs enfants. Et donc, cette procédure pourrait faciliter l'acceptation, sinon l'adhésion du public au SNOPRAC. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut. Il nous reste en tout et pour tout 3 ou 4 minutes. Moi, j'en profite pour en tirer le drap de mon côté. D'ailleurs, un texte aussi. Vous aurez droit à 1 minute. Malachi, 1 minute. Bon, voilà. Donc, Madame Rebecca, mesdames et messieurs, Rebecca Lubienga va nous aider à comprendre, répondre à sa manière, qui de la poule et de l'œuf était le premier et à l'origine de l'autre, qui de Benoît Mondele Ngolo et du SNOPRAC a été à l'origine de l'autre, le premier et a accouché de l'autre. Parlons du premier environnement, à savoir, parce que c'est quels sont les facteurs qui ont influencé sa vie littéraire, qui ont fait de Benoît Mondele Ngolo et le SNOPRAC. Parlons du premier environnement, à savoir l'environnement familial. Retenons que Benoît Mondele Ngolo est un distingué enfant de la noblesse de son groupe ethnique Mboshi. À 3 ans et demi, il est orphelin de Marie-Caroline Ibarra, sa mère, qui a grandi au couvent des Bonnes Sœurs à Bundi, dans la rigueur éducative et spirituelle que l'on connaît dans ces milieux de piété. Après la mort de celle-ci, il a été élevé par sa grand-mère Ernestine Mouakoso, épouse d'Ibarra François, le premier catéchiste de la mission Sainte-Radegonde Tambicho, fondée par Père Ogwa le 18 janvier 1898 sur la Lima. Benoît, mesdames et messieurs, est le 3e fils du premier catéchiste originaire d'Ongoni, Ondele Magloire, son père, qui a officié à Tongo, dans le district de Tikapika. On comprend donc pourquoi, ayant reçu les enseignements bibliques dès son jeune âge, il en fait part dans ses écrits. Il convient de signaler que Benoît fait partie du grand clan Ikofwa du patriarche Etchanguru, dont le siège est au village Pama Chambicho, dans le département de la Cuvette, district d'Oyo. Voilà. Oui. C'est à vous. Merci à Madame Rebecca Lubienga. Oui. Alors, oui, non, mais d'accord. Alors, moi, je vais faire rapidement une lecture sur un des textes du général. La nécessité du dialogue. Un jour, en relisant mes écrits attentivement, je me suis attardé sur un qui avait comme tir la vertu de la concertation, qui se trouve dans mon livre intitulé « Piment sucré sous les tropiques ». Vu l'actualité du moment sur le sujet, je me suis permis de reprendre ce texte en l'intitulant « La nécessité du dialogue », avec des ajouts jugés nécessaires tant qu'un problème demeure. Sans une solution durable, on doit se permettre d'y revenir sans cesse, quitte à rabâcher au risque d'agacer ceux qui persistent dans la mauvaise manière de résoudre les problèmes. On a passé de temps. Donc, on a passé de temps, mais tout est dit dans cet extrait qui est lu. Oui, quasiment. Vous voyez, en lisant les textes de Rebecca Lubienga, on conclut tous que c'est un homme préparé. C'est un homme préparé. Vous voyez, quand vous avez une très bonne éducation chrétienne ou religieuse en général, ça permet à l'enfant d'être différent des autres. Parce que dans le combat des mortels, on dit souvent que les enfants qui prient au tabernacle chez Branham ou bien des témoins de Jéhovah, ce sont des enfants qui sont bien éduqués. Pourquoi? Parce que dès le bas âge,
on leur apprend les Écritures saintes, on leur apprend l'éducation chrétienne. Et ça permet à ce que l'enfant soit différent des autres. Très bien, Pierre Tsemou, atterrissage. Eh bien, moi je retiens une chose. Des lectures que vous aviez faites, l'écrivain Benoît Mondelengolo tire sa force, tire la substance de ses écrits à travers l'éducation traditionnelle, l'éducation religieuse. Mais je préfère le mot l'éducation spirituelle. Voilà. Parce que les religions nous ont habitués à vivre des faiblesses dues à la nature humaine. Mais la spiritualité, elle dépend du divin créateur et tout ce qui est divin est bien, est beau, est bon. Et amour. Voilà pourquoi. Et amour. Voilà pourquoi, ici, dans l'un des extraits que vous avez lus, la nécessité du dialogue, c'est bien par ce mot que je voudrais appeler les Congolaises et les Congolais à comprendre que rien, alors rien, ne sera bien dans ce pays sans les vertus du dialogue. Quel que soit le problème dans le quartier, au niveau de la profession, au niveau des relations familiales, il faut s'investir à dialoguer. Il ne faut pas fermer la porte au dialogue. Parce que lorsque la porte est fermée au dialogue, c'est la division qui s'installe, c'est la méfiance et le refus de l'autre. Alors, vivons et dialoguons. Permettons aux prochains de nous apprendre nos vilainies comportementales, que l'oreille soit tendue vers l'autre pour apprendre ce que nous ne savons pas de nous-mêmes. Et en ce moment-là, nous aurions la force de dire à l'autre ce que lui non plus ne sait de ce qu'il est. Tant que nous allons tolérer d'apprendre de l'autre ce que nous sommes sans savoir que nous sommes cela, eh bien, la marche vers la pacification des peuples est déjà entamée. Voilà le mot que je tire des différents thèmes développés dans l'œuvre de Benoît Mondelengolo. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs, on est à l'atterrissage, mais pour être vrai disciple du Snowprack, Benoît Mondelengolo, nous allons lire rapidement quelque chose ici pour dire, à la lumière de Madame Rebecca Lubienga, le général il dit, dans le temps, quand nous grandissions, les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, où tout est faux. L'amitié, la parenté, la camaraderie, c'est du faux. L'amour, les divorces, les mariages, c'est du faux. Les institutions, les constitutions, les religions, c'est du faux. Les lois, les monnaies, les partis politiques, c'est du faux. Les ministres, les députés, les sénateurs, c'est du faux. Les bulletins de vote, le corps électoral, c'est du faux. Les cheveux des dames sur leur tête, ce sont des faux. Les bijoux, les sexes masculins et féminins, ce sont des faux. Les rires, les pleurs, les danses, les chansons, c'est des faux. Ce sont des faux. Les sourcils, les cils, la couleur des yeux, de la peau, ce sont des faux. Les galons, les parures, les robes, les costumes, tout ça, c'est du faux. Mais finalement, tout est faux. Non, mais il répondra à la question de dire ce qui est vrai. Et rapidement, il dit ceci. La corruption, le vol, l'arrogance, c'est du vrai. L'enrichissement illicite, le parjure, c'est du vrai. L'inceste, le mensonge, la ruse, c'est du vrai. La pédophilie, le manque de scrupules, c'est du vrai. La mangiocratie, la ventrocratie, c'est du vrai parce que la chèvre et le cabri broutent ensemble. En tout cas, c'est du Snowprack. On peut acclamer pour le général Benoît Mondelengolo, Snowprack de son état, patrimoine de notre pays. Il fait la fierté du Congo, il fait la fierté du continent et il fait la fierté de l'humanité tout entière. En tout cas, c'est de l'humanisme pur. C'est du Muntu. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Pasi